Eh bien, bonjour à tous. Et puis, d'abord, merci à Luc de son invitation. Et puis, surtout, félicitations pour organiser ce séminaire aussi régulièrement et pour son contenu. Donc, voilà, c'est la deuxième après-midi. On arrive à la fin de la route. On va commencer à regarder la quantification, analyse moléculaire de nos échantillons. Alors, juste pour vous situer où je suis, donc je suis Jean-José Moret, comme l'a dit Bertrand, et au sein de cette énorme plateforme qui s'appelle GET, Génome et Transcriptome, qui est au Génopole de Toulouse, j'ai comme cœur de métier et comme responsabilité tout ce qui est quantification des transcrits, et essentiellement par qPCR. Donc cette énorme plateforme a à disposition un tas d'appareils qui va du séquençage NGS, vraiment très très GS, et jusqu'à la qPCR de base. On est cinq partenaires dans cette plateforme. Il y a plusieurs EPST qui sont partenaires, que ce soit l'INRA, bien sûr, qui est le plus gros, l'INSERM, le CNRS, l'INSA, etc., etc. Donc le personnel est multi-EPST et les utilisateurs aussi avec des problématiques qui sont à chaque fois complètement différentes, d'où l'intérêt de ce travail aussi quand on est responsable de plateforme. Il y a quelques années, on a essayé de suivre le grand virage de la qPCR qui était en cours il y a 4-5 ans. La qPCR partait vers un monde du très très haut débit. La quantification des transcrits commençait à se faire autrement que par la qPCR. On s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer à en faire, quelle technologie acquérir, quelle technologie valider, voire passer à une autre technologie de quantification qui commençait à émerger. Donc là, c'est un tout petit recensement qui date d'il y a 4 ans. Bien sûr, c'est très difficile de se fixer, parce que les noms changent tout le temps. Les fabricants sont rachetés, les machines changent de nom. Mais grosso modo, il y avait 3 technologies qui tournaient toujours autour de la qPCR. Et parmi ces 3 technologies, 2 étaient plus attirantes que d'autres. Disons simplement que les commerciaux étaient peut-être aussi plus présents sur le terrain. Il y avait Flowdigm et il y avait Apply, qui était encore Apply Biosystem à l'époque, qui commençait à reprendre un système qui s'appelait OpenArray avant. Donc là, je vous recense juste les avantages et les inconvénients de chaque technologie. Nous, on s'est orienté tout de suite vers la technologie qui nous semblait la plus flexible. Celle qui nous permettait de passer, je ne dirais pas n'importe quoi par rapport à n'importe quoi, mais d'utiliser des oligos, des sondes TaqMan, des sondes UPL, des sondes, quelle que soit la nature, Scorpion, ce qu'on voudra, par rapport à des essais, à des samples qui sont préparés toujours dans la même qualité qPCR. Il y avait OpenArray qui nous proposait un débit qui était légèrement supérieur. OpenArray, vous allez voir un peu plus loin, on utilise le QuantStudio, qui maintenant s'appelle QuantStudio 12, je crois, parce que tout a changé il y a encore 15 jours, dans des applications très dédiées qui sont les MIR. En fait, c'est vrai que c'est une application qui nécessite d'avoir des sondes fixes sur une lame. On ne peut pas jouer sur les panels en cours de route. Pour l'étude d'un MIRNOME sur plusieurs échantillons, c'est très commode. Voilà, ça c'est à peu près le tour. Donc ça, c'est les 2 technologies qu'il y a sur la plateforme, qui sont utilisées toutes les 2. Vous voyez que ce sont des technologies qui sont très faiblement consommatrices de master mix, d'essais, de samples. On va commencer à travailler dans le nanolitre. Donc là, on ne pipette plus, c'est terminé. On oublie les robots, les técans, ce sont des machines qui font un chargement toutes seules, des master mix et des essais et des samples. Donc, avant de passer juste aux étapes qui nous ont permis de valider ces technologies, je répète qu'on s'est concentré sur la qPCR. Il y a d'autres technologies. On les utilise ponctuellement. NanoString, c'est très bien. J'utilise régulièrement NanoString, mais sur une autre plateforme. Plutôt qu'en acheter un, je vais à Genève, à la plateforme de génomique de la fac de médecine, où ils maîtrisent très bien NanoString, et on fait des très belles quantifications sur les coupes en paraffine, par exemple. C'est vraiment dédié à ce genre de choses. D'autres technologies, comme un BidExpress, fait très bien de la quantification, mais là, c'est vrai que c'est une étape qui est un peu plus difficile à expliquer, à convaincre pour monter un projet. Quand on commence à parler de billes, d'hologrammes, de double marquage, la qPCR a des limites, mais depuis le temps qu'on la pratique, on commence à connaître un peu toutes ses limites. Donc on est plus à l'aise. Alors, quelles sont les précautions à prendre quand on fait de la qPCR à haut débit? Ce sont exactement les mêmes que quand on fait de la PCR à bas débit. Sur la base, c'est la même chose.
Donc là, tout simplement, je vous dis qu'il vaut mieux se référer à ce papier qui décrit toutes les étapes, toutes les précautions à prendre quand on envisage des manips de QPCR. Ce papier de Bustine est le papier le plus cité dans les articles qui font appel à la QPCR maintenant. Il y a un module d'exportation des machines qui correspond à un fichier qui peut directement être intégré dans un logiciel développé, gratuit aussi, par les gens de chez Bustine. Nous, on n'utilise pas, mais il y a tout un système de traçabilité depuis le prélèvement jusqu'à la QPCR et des contrôles qualité autour de ce papier. Donc le projet de QPCR, il va falloir prendre des précautions qui sont, comme je vous l'ai dit, les mêmes que pour la QPCR à bas débit. La différence est que là, on va adapter des procédures qui sont un peu plus rapides ou un peu plus, je dirais, non seulement rapides, mais qui au débit elles-mêmes, en quelque sorte. Donc ce sont les mêmes, on va contrôler le design des amorces des sondes. Alors ça, bien sûr, la plupart des chercheurs aiment bien designer leurs sondes, parce qu'ils ont leurs variants, ils ont leur ceci, leur cela. De plus en plus de gens font confiance aux fabricants d'amorces qui designent très très bien les sondes. Il y a pas mal de boîtes qui proposent des panels ou à façon font des sondes, qui marchent très bien en bas débit et en haut débit, mais on les valide quand même systématiquement. On aime bien, avant de commencer une manip haut débit, tester nos amorces sur un CDNA dans une plaque 96 puits et on regarde l'allure de la courbe. S'il faut y revenir, on redemande une synthèse, on modifie la séquence, mais on aime bien déjà voir brutalement ce que donne une courbe PCR avec les amorces. On regarde bien sûr s'il n'y a pas de dimère. On valide donc ces amorces. On travaille beaucoup quand un projet arrive sur la plateforme autour des gènes de référence. On choisit aussi un échantillon, 2 échantillons qui vont suivre la manip du début à la fin, qui vont nous servir de calibrateur pour les grandes séries. Et on a été amené, on va les passer en série, à développer des outils aussi spécifiques du haut débit sur la plateforme. Bon, alors la quantification, la qualité des échantillons, ça je passe. Vous avez pléthore de machines qui le font. Chacun choisit la sienne en fonction de son budget, s'il veut un capillaire, s'il veut une puce, s'il veut des grosses puces, des gros capillaires. Tout ça, ça donne... Il y a même de plusieurs couleurs. Maintenant, les fabricants ne savent plus quoi nous inventer. On peut choisir la couleur à l'achat. Il faut bien sûr passer sur une de ces machines les échantillons. Il faut bien sûr contrôler la qualité, voir si on n'a pas des contaminants manifestement. Il y a des machines qui ont des scripts, comme le DropSense, qui ont maintenant quand même des scripts de calcul assez puissants derrière, qui arrivent à discriminer dans de l'ARN, du génomique et du phénol et du tris et de l'éthanol en fonction du kit d'extraction. Donc il y a des machines qui sont quand même assez puissantes. Toutes ces machines, elles auront toujours une limite. La limite, c'est la taille inférieure et supérieure des fragments que vous allez analyser. Toujours. On va voir dans les dias qui suivent des exemples. Et dans les exemples, on travaille de plus en plus sur le non-codant. On quantifie de plus en plus le non-codant. Dans le non-codant, une grande partie de l'activité plateforme, ce sont les MIR. Les MIR, on ne les voit pas. Ils font 17, 18, 20 paires de bases, on ne voit pas. De la même façon que les collègues qui travaillent en séquençage NGS sur des machines de type Pacific Biosciences, eux ont des fragments, puisqu'ils sont en simples molécules, ils ont des fragments de plusieurs dizaines de KB, ils ne peuvent pas quantifier sur ces machines. Donc, mais elles ne sont pas universelles, il y a toujours des limites, il faut toujours réfléchir au projet, comment le faire entrer dans la machine. Et puis bien sûr, vous finirez, il vous faut des rings, des RQI, des valeurs de référence extraordinaires. Ça permet à la traçabilité de la machine, de la plateforme, de dire nous ne prenons que les projets qui ont un RQI de 10, un RIN de 9, etc. C'est très rassurant pour l'utilisateur et la plateforme est tranquille. Les oligos, comment contrôler l'efficacité des oligos sur le test préparatoire qu'on fait avant de passer au débit? Eh bien, on fait une PCR 96 puits standard sur 96 CDNA avec identique et avec 96 couples d'oligos. On peut regarder les dimères, ça c'est au milieu, c'est l'autre là, voilà. On peut regarder les dimères, on peut regarder l'efficacité, soit si on la retrache comme ça. On essaye de se trouver toujours avec une bonne efficacité dans la zone de dosage, sinon, si on est là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on peut tout simplement, dans le cas du biomarque, faire des dilutions de 2 en 2 pour être autour du point de dosage, d'un mélange de matrices qui vont être passées dans le biomarque et d'en soustraire l'efficacité directement dans les données qui sortent du biomarque. Donc ça, c'est une des 3 possibilités pour connaître l'efficacité et le degré de dimérisation des amorces avant de les passer en haut débit.
Ça, ce sont des données qui sont sorties du biomark, telles qu'il les représente avec la pente. Ce qu'on fait, nous, généralement, c'est qu'on ne regarde même plus ça. D'abord, l'efficacité, on voit bien l'allure de la courbe. Avec un peu d'expérience, quand on a vu quelques dizaines de millions, on voit que c'est efficace ou pas. Et ensuite, on utilise de plus en plus l'INREG, qui traite individuellement l'efficacité dans chacun des puits. On regarde si l'efficacité, si toutes les pentes sont parallèles, et si l'efficacité est à 3,33, et c'est beaucoup plus rapide, c'est moins consommateur d'échantillons, d'essais et de master mix, encore moins coûteux. Ça dure un peu de temps, mais c'est que de l'informatique, ça ne coûte rien. Les housekeeping, et bien là je vous mets le rappel habituel de la QPCR quand vous montez un projet, et d'autant plus à haut débit, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre le gène de référence du labo, c'est que le gène de référence du labo, il n'existe pas. Il y a votre projet, dans votre projet, il y a des gènes de référence qui correspondent à votre modèle. Et il est important d'en mettre, et plus vous ferez du haut débit, plus il est important d'en mettre. Vous serez toujours content de vous raccrocher aux branches à un moment donné. Les CDNA, donc, on les valide avant la QPCR de la même façon qu'on a validé les amorces. Donc ça, c'est le côté RT qui est avant le haut débit. Généralement, chez nous, c'est le client qui le gère. Il a sa façon de faire les RT. Nous, on vérifie CDNA sur une PCR 96, point barre, sur un gène, et on regarde s'ils sont tous dans le même range. Quand on a une courbe comme ça veut donc dire que là, la RT a été soit loupée par ici, trop forte ici, ou tout simplement, ici, il y avait un femtogramme et ici, 1 kg d'ARN. Donc, on remène toute la courbe, on refait la manip, on n'a pas engagé de sous, on a engagé 6 €, là, ça va. Pour l'instant, rien n'est perdu. Le multiplexage, ça marche très bien quand on fait de la QPCR en 96 ou en 384. On peut utiliser des sondes de différentes couleurs. Là, je vous ai mis un exemple typique qui est fait chez nous. 18S, qui est le gène de référence le plus utilisé dans un projet. Multiplexé avec BAL-C, séparé ou ensemble, on a exactement les mêmes valeurs. En haut débit, quelle que soit la machine, on ne peut pas faire de multiplexage. Mais il y a tellement de points que ce n'est pas très grave. On n'essaye pas d'économiser les points de dosage. Donc, parmi les outils qu'il a fallu développer autour de la QPCR à haut débit, le premier outil nous permet de discriminer en fait les contaminations génomiques de nos échantillons, de valider nos essais et de valider nos samples. Cet outil s'appelle ValidPrime. Il a été développé à l'I2MC à Toulouse sur la plateforme en utilisant la technologie Biomark. Il consiste à passer des échantillons d'ADN génomique, une gamme d'ADN génomique, systématiquement sur les puces, 3 points, de passer systématiquement un ou deux oligos spécifiques, vraiment très spécifiques de ADN génomique, qui ne reconnaît discriminant, qui ne reconnaît que l'ADN génomique. À partir des valeurs obtenues, on va pouvoir valider d'abord les échantillons, parce que s'il y a une réaction, c'est qu'il y avait de l'ADN génomique. Et d'autre part, on va pouvoir estimer le niveau de cette contamination. La multiplicité des expériences nous a permis de savoir jusqu'à quel niveau on allait pouvoir discriminer le signal du génomique du signal du transcriptomique et de le soustraire pour obtenir le CT. Ça, ValidPrime le fait tout seul. Il le fait pour vous à partir du moment où vous l'avez mis en place. ValidPrime, c'est un logiciel qui est à la fois disponible sur Internet, c'est un script dans R qui a été développé, ça vous pouvez le prendre. Il est aussi intégré au module, au logiciel de calcul que nous utilisons nous essentiellement, qui est GenX. Donc Cubistal l'a intégré dans GenX. Cette démarche de validation au très haut débit, bien sûr, on peut l'appliquer au très bas débit. Là, on l'a appliqué à une plaque 96, puis sur un Step 1. Les valeurs en vert foncé sont les valeurs qu'on aurait obtenues si on n'avait pas discriminé le génomique. Il nous aurait fallu les valeurs en vert clair, donc on voit bien qu'on les ramène. Et pareil, bleu foncé et bleu clair à droite. On arrive à éliminer tout ce qui est génomique et on a le vrai signal qui n'est pas du tout celui qu'on escomptait. Le gros intérêt de ValidPrime, c'est que c'est un contrôle qui ne coûte pas cher. Si vous êtes très rigoureux, vos échantillons, quand vous allez le passer sur une puce style Biomark 96 par 96, vous allez consommer la moitié des emplacements où vous allez mettre vos échantillons pour mettre des RT-, si vous voulez savoir s'il y a de l'ADN génomique. Donc là, vous allez condamner 4656 points de PCR pour savoir uniquement si vos échantillons sont propres.
Avec Valid Prime, on utilise une gamme de dilution de 3, un VPA, 384 points, donc c'est ce qui est représenté en bleu, par rapport à tout ce qui est grisé, qui serait consommé sur la puce, pour amener une vraie soustraction du génomique sur le transcriptomique. Donc ça, c'est un outil qui est plutôt un outil mathématique, à partir de tests biologiques simples. Ça vous donne une très belle heatmap, hein, c'est très joli, ça. À la fin, vous avez les échantillons qui sont discriminés, les échantillons qui sont validés. Les bleus, ils ne sont pas bons, les verts, ils sont très bons, les verts clairs, ils sont magnifiques. Voilà. Ça, c'est toujours côté fun. Après, on a essayé aussi de valider, au tout début, on a essayé de valider la machine, parce que nous, les machines, on avait tellement envie d'en faire de la QPCR au débit, qu'on les a achetées quasiment sur catalogue, les machines. Hein. C'était comme les 3 Suisses sous la Redoute, on ne les a pas vues. Donc, on nous a livré une machine, on voulait savoir si elle marchait, donc on nous dit, elle marche très bien. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire les mêmes échantillons, les mêmes essais, sur une machine qu'on connaissait très bien, qu'on a utilisée pendant 10 ans, qui est un 7009 de chez Apply. On a passé les mêmes échantillons, les mêmes essais, et comme vous voyez, on a une très très bonne ressemblance des résultats. Donc la machine à ce niveau-là a été validée. Tout ça, c'est publié. Hein. Alors là, vous avez une sortie de fichiers. Comme vous voyez, il y a de quoi s'occuper à lire tout ça, parce que ça fait beaucoup de chiffres. Mais on l'a aussi testé la reproductibilité entre 2 plaques, où on mettait la même chose, pour être sûr qu'on parle toujours la même chose. Et comme vous voyez, là, il y a 2 échantillons différents, passés dans 2 plaques différentes à des endroits différents, donnent exactement les mêmes résultats. On a essayé aussi de voir s'il y avait une reproductibilité interplaque. Donc là, on a fait 2 plaques, la plaque 2, puis on a regardé. On a fait aussi, dans le processus de chez Flowdime, il y a une étape qui s'appelle une Specific Target Amplification. Donc on en a fait en parallèle aussi, dans des plaques différentes. On a toujours une bonne reproductibilité, donc tout est très bon. Pour nous, ça a passé tous les tests. À partir du moment où ça a passé tous les tests, on a commencé à faire les projets en grand, quoi. Donc les projets en grand, on s'est dit quand même, maintenant il faut qu'on regarde. On a vu que le constructeur il nous donnait une machine qui ne va pas trop mal, on est content. Tout ce qu'on va mettre dedans, il faut quand même qu'on le regarde. Donc on a commencé à regarder les kits qui n'étaient pas fournis par le constructeur de la machine, mais qui étaient nécessaires d'utiliser. Pour faire ce qu'on appelle donc la STA, la Specific Target Amplification, on est obligé d'utiliser un kit dont la durée de vie n'est pas très longue, dont la conservation est un peu magique. Il ne faut pas congeler, mais il faut quand même congeler, mais surtout pas redécongeler. Donc tout ça, c'était compliqué. On s'est dit, là, il y a peut-être un malaise. Donc, pour essayer de cerner le problème, ce qu'on a fait systématiquement, dans chacune des puces qu'on utilisait, on a placé un point avec de l'ADN génomique commercial et un point avec une sonde TACMAN commerciale. Et si possible, même ça a été fait chez le même fabricant que le kit. Comme ça, si ça ne va pas, c'est ces outils qui valident son kit. Et on s'aperçoit très bien que, suivant les lots, ça marche très bien à un moment donné, puis quand on change de lot, ça ne marche pas. Nous, on a calibré nos valeurs d'ADN génomique et de sonde utilisées de telle façon d'avoir toujours une valeur entre 12 et 13. On sait que quand on a 12 et 13, toute la manip est bonne. Et bien, de temps en temps, on a des 17, on a des 22, on a des 4. Donc là, on sait qu'il y a un gros problème dans le kit. Et quand même, c'est une manip à 1000 €. Donc il faut qu'on nous compense autrement qu'avec un kit à 50 €. C'est évident, donc ça se négocie. Mais il faut le contrôler pour le prouver à chaque fois. On a aussi validé plein de choses. Maintenant, il y a des fournisseurs autres que le fournisseur officiel qui fait des kits pour faire la STA. Donc on a fait exactement la même puce, aux mêmes concentrations, avec les essais au même endroit, les samples identiques dans une autre plaque au même endroit. Bon, avec des bons yeux, on voit une différence, mais franchement, elle n'est pas flagrante. Bon. On retrouve ce qui nous intéresse. Ça, par exemple, ce gène dans cette série d'échantillons ici, on le retrouve, tout à fait. Des gènes qui ne marchent pas du tout, on les retrouve qui ne marchent pas du tout. Plus c'est noir, plus c'est bleu, moins ça marche. Donc on voit bien que c'est au même endroit. Quand on travaille en différentiel de gènes, on retrouve les mêmes valeurs. Pour nous, c'est bon. On a validé aussi une étape qui était importante parce que pour faire ce genre de manip dans 10 nanolitres, on utilise des quantités en molarité monstrueuses d'oligos. À un moment donné, les oligos qui sont utilisés pour faire l'étape de STA peuvent interférer dans l'étape de QPCR finale.
Donc on a essayé de voir si, en traitant avec l'exonucléase classiquement, ce qu'on faisait avant quand on faisait du séquençage, on ne peut pas améliorer. Et effectivement, avec ce traitement, on récupère bien une bonne partie des données, puisqu'ici, on avait 8000, 400, on redescend à 32, ici 7000, on avait 700, et on descend à 600. Donc à chaque fois, on récupère des données qui étaient perdues. Donc là, après, on a attaqué un vrai grand projet, une fois que tout ça s'était validé. Et ce grand projet nous a permis aussi de valider à plus grande échelle la fiabilité à la fois de la technique, des réactifs et des bonhommes qui touchent les pipettes. Donc on a validé sur une manip qui était de presque 1500 échantillons. Bien sûr, le process à gauche, c'est le classique, contrôle qualité. On a voulu faire près de 400 gènes sur ces 1500 échantillons. Ça a généré quelque chose comme 48 chips 96 par 96. Et ça a dû générer, j'ai dû l'écrire dans un coin, voilà, 442 388 points de QPCR à analyser. On avait pris une précaution, c'est qu'on avait mis sur toutes les plaques le même échantillon et dans toutes les STA le même échantillon et un gène commun à tout le monde. Donc ça nous a permis de suivre sur des séries de 48 chips que devenait mon échantillon, que devenait mon gène commun. Bon, alors techniquement, on s'aperçoit d'abord qu'il y a des points qui sont refusés, des points noirs, des points pollus. Mais quand même, on en a eu 23 sur 442 000, donc c'est quand même peanuts. Oh, ça, on ne peut pas reprocher à la machine de nous avoir discriminé 23 points sur 400 000. Le même échantillon passé dans 48 STA par rapport à 288 sondes multiplexées avec lui, on n'a jamais eu une différence qui était supérieure à 1 CQ à la fin. Donc tout à fait acceptable vu l'ampleur de la manip. Et la même sonde TACMAN qui a été utilisée dans 48 STA donne des écarts inférieurs à 0,1 CQ pour toutes les manips dans les 48 chips. Donc tout à fait homogène. Hormis les 23 points constructeurs, le reste a marché très bien. Et là, voilà. Je vous ai dit que les appareils, on les utilisait en fonction de la nature des projets. Le CandStudio, c'est un appareil qu'on utilise pour faire les Myrnomes. C'est vrai que c'est très commode puisqu'on va passer 4 lames par homme, on fait 12 Myrnomes, donc 12 échantillons sur l'ensemble d'un Myrnome. Ça débite pas mal. La validation, il n'y en a pas parce que le système est tellement fermé qu'on ne peut rien valider. On sait, parce que les réactifs, ils sont dans le paquet, les lames, elles sont ficelées, code barré, elles sont tracées, les échantillons aussi. On regarde uniquement en rajoutant des spikes, si les spikes ils suivent logiquement la manip. Si on a vérifié quand même qu'en mettant le même échantillon sur 2 lames, on avait les mêmes valeurs. Et on vérifie qu'il y a bien les sondes qui sont spotées avant de démarrer le run. C'est tout ce qu'on peut vérifier. Et la dernière application, elle est toute récente, puisque la plateforme s'est équipée d'un autoprep single cell. Donc maintenant, on peut faire de l'expression par QPCR de 96 gènes sur une seule cellule. On peut faire aussi un séquençage type RNA-seq sur une cellule, un séquençage total transcriptome d'une cellule. Et on peut faire aussi un Myrnome, une cellule, par exemple. Donc on commence à faire beaucoup de choses. Ce sont les tout débuts, parce que là, on a dû passer 25 plus projets différents sur cette machine. Donc c'est les balbutiements encore. Mais on a passé les étapes de validation. Pour valider cette machine, qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois qu'on fait la QPCR de 96 gènes sur une cellule, on vérifie sur la population totale si on a à peu près une médiane qui est correcte. Donc à chaque fois, parce que si on part sur une sous-population avec un taux de dispersion monstrueux, c'est même pas la peine d'aller plus loin. On vérifie, qu'est-ce qu'on vérifie d'autre? Après avoir fait la STA, on vérifie, pour pas que ça coûte cher, systématiquement dans une plaque 384, un point de QPCR. Ça fait 12 €, c'est pas cher. On vérifie qu'il y a bien quelque chose qui a été généré à la sortie de cette machine qui s'appelle un C1, avant de partir sur un biomarque. On vérifie qu'on retrouve bien les populations qu'on a triées, nous, en temps d'expression, au niveau des protéines qu'on servait à trier nos populations. Ça, c'est le minimum auquel on peut s'attendre, mais enfin, encore faut-il le vérifier. Et on sait qu'on a une très bonne corrélation entre deux chips avec les mêmes cellules. Donc la machine a fait bien 2 fois le même tri cellulaire. Si vous avez la moindre question, vous écrivez à cette adresse gettq@genetool.fr. Tous les responsables de plateau et de plateforme reçoivent le mail et veillent à ce que celui dont c'est le cœur de métier réponde au mail. Vous aurez une réponse avec cette adresse générique. Voilà.